Bonjour à tous et bienvenue pour ce live sur la partie TPRM de Ciseaux Assistant. Aujourd'hui, on va aborder comment, dans un premier temps, créer un questionnaire sur Ciseaux Assistant et on ira voir par la suite comment attribuer ce questionnaire à une entité sur Ciseaux Assistant et comment est-ce qu'on pourra envoyer ce questionnaire à son entité, qu'elle puisse accéder à l'instance ou non. Dans un premier temps, ce que je vous propose qu'on regarde tout de suite, c'est, qu'on aille sur Ciseaux Assistant, qu'on regarde comment, va se présenter un questionnaire et ensuite on va tout de suite aller regarder, comment on va importer son propre questionnaire sur la plateforme. Puisque c'est sûrement la question, que vous allez commencer à vous poser pour commencer. Alors, je vais vous partager mon écran, surtout n'hésitez pas à me dire, si vous avez des soucis pour visionner ce que je partage. Voilà. Alors, bonjour Nicolas, vous n'avez pas le son. Donc je vérifie de mon côté, donc n'hésitez pas à me dire les autres si vous m'entendez correctement, s'il n'y a pas un petit souci micro. Je vais attendre un petit peu au cas où. OK, on va pouvoir y aller. Alors, donc on est actuellement, sur Ciseaux Assistant et on va pouvoir démarrer. Donc j'ai commencé par, créer quelques entités d'exemple. Donc, l'entité, super, merci Moussa. Alors j'ai un petit délai avec le live sur LinkedIn, donc si vous voyez que parfois il y a un petit délai entre, vos questions et ma réponse ou, un petit timelapse entre le moment où j'attends vos réponses, c'est normal. Alors ici, j'ai commencé par créer quelques entités. Alors je vais pas revenir sur la première partie, de Ciseaux Assistant, donc c'est la partie organisation des domaines et des périmètres, sauf si vraiment ça pose trop de problèmes au niveau de la compréhension, parce que ça faisait partie d'un live d'il y a 2 semaines. On a fait une petite vue d'ensemble de l'outil, on a vu, ce qu'était qu'un domaine et un périmètre notamment. Mais si jamais vraiment ça vous pose problème dans la compréhension des choses, n'hésitez pas à me dire et je reviendrai, rapidement dessus. Mais typiquement ce que j'ai fait, là pour ceux qui connaissent déjà l'objet, j'ai créé un domaine, de démo dans lequel je vais pouvoir ajouter un périmètre, par exemple mon SMSI et dans mon SMSI, je vais, me faire des audits, qui vont me permettre d'envoyer des questionnaires pour ma partie TPM. On verra un petit peu plus tard la dualité aussi entre audit et questionnaire, parce qu'on va voir que ces objets se chevauchent un petit peu et donc pourquoi on a fait le choix de représenter les questionnaires à travers des audits. On parlera de ça un petit peu plus tard. Donc une fois que j'ai créé mon domaine et mes périmètres, j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir démarrer mes questionnaires. Je vais pouvoir aller donc dans entités pour créer les entités dont j'ai besoin. Heu et ici, donc j'anticipe potentiellement la question au niveau des entités. Qu'est-ce qu'est une entité? En fait, une entité, ça peut être tout intervenant externe au sein de votre entreprise. Donc, bonjour Williams. Donc, par exemple, un fournisseur, une partie prenante, si on parle par exemple de la partie BioCRM, on va réutiliser cet objet entité. Ça peut être un client, voilà. Toute entité, donc toute personne externe qui va intervenir sur votre entreprise, soit via un service ou une solution, heu, va être entrée ici au niveau des entités. Et d'ailleurs, l'entité main qui va être renommée par le nom de l'instance, si jamais votre instance a un nom particulier, c'est en fait nous-mêmes. C'est l'entité interne, de l'entreprise, qu'on va pouvoir aussi également évaluer si nécessaire. Donc une fois qu'on a créé son entité, ici je vais prendre l'exemple classique de mon entité, de ma société de services informatiques. Voilà, donc j'ai une société de services informatiques, pour laquelle j'utilise une solution particulière, et donc je vais pouvoir, renseigner à travers cette entité plusieurs, choses, notamment des solutions. Comme je le disais, ça peut être des solutions, par exemple informatiques, une solution logicielle, mais ça peut être aussi un service. On a également les représentants, donc les points de contact qu'on a avec cette entité. Donc ça peut être des représentants qui ne vont pas avoir accès à votre instance, donc ils vont simplement être entrés, en tant que point de contact avec un email, prénom, nom de famille, téléphone et cetera.
pouvoir aussi, entrer des représentants qui vont être associés à un utilisateur tiers qui va être en capacité donc de venir sur l'instance pour pouvoir répondre à un questionnaire et on illustrera aussi, ce cas d'usage tout à l'heure. Donc pour un petit exemple, hein, un petit peu plus concret, au niveau des entités, j'ai par exemple montré Microsoft. Voilà, je pense une entreprise que tout le monde connaît et au niveau des solutions, on va retrouver des choses par exemple comme Excel, Word, tout ce genre de solutions qu'on peut utiliser, à à travers une entité. Donc une fois qu'on a créé une entité, on va pouvoir créer l'objet évaluation des entités. Donc l'objet qui sert à attitrer, à assigner un questionnaire à une entité. Donc ici, par exemple, je vais aller à l'intérieur de mon ESN et je vais ajouter un questionnaire. Donc au niveau de ce questionnaire, donc on va pouvoir ajouter, heu, évidemment un nom à cette évaluation d'entité. Donc je vais mettre un nom assez bateau, évaluation initiale, heu, de mon ESN. Je vais choisir le périmètre sur lequel je vais positionner cette évaluation. Ensuite, on a, pas mal de champs qui vont nous permettre de piloter cette évaluation dans le temps, un peu comme ce qu'on a au niveau des audits et des, analyses de risque, donc tout ce qui est ETA, due date. Je précise ici aussi, petite nuance que parfois on nous pose, la différence entre ETA et date d'échéance. ETA, c'est la date d'arrivée estimée. Donc comme son indique, la date à laquelle vous estimez que l'évaluation sera terminée. Pareil pour les audits et les analyses de risque. Et la date d'échéance, c'est vraiment votre deadline, en fait. C'est la due date à partir de laquelle il faut que cette évaluation soit complète. Et les auteurs, relecteurs, les preuves si nécessaire. Si par exemple on va ajouter un questionnaire externe, j'ai déjà mon questionnaire ou un template sous forme Excel avec par exemple, les grilles de notation, de mon questionnaire que je vais pouvoir aussi attitrer, à mon, à mon évaluation d'entité et le champ représentant qui va me permettre d'assigner des utilisateurs tiers, si nécessaire, pour pouvoir leur donner la possibilité de visualiser cette évaluation et donc de pouvoir répondre au questionnaire. Pareil, on illustrera, tout ceci juste après. Donc typiquement ici, une fois qu'on a créé son évaluation d'entité, si jamais on veut un questionnaire intégré à CISO Assistant et c'est ce qu'on va illustrer la majorité du temps sur ce live, on va cliquer sur le petit bouton «Créer un audit», parallèlement à l'évaluation de l'entité. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évaluation d'entité est un objet dans lequel on va intégrer un audit, qui va lui contenir les questions, auxquelles on va vouloir répondre. Donc ensuite, on va choisir notre référentiel. Ici, je vais prendre par exemple un qui est déjà connu, puis après on partira sur celui que j'ai en exemple, pour vous présenter les différentes fonctionnalités, qu'on a de disponibles sur les questionnaires. Donc je vais choisir le référentiel qui va comporter les questions, éventuellement sélectionner là où les solutions de mon entité, si jamais j'évalue des solutions particulières. Là ici, j'en sélectionne pas, donc c'est vraiment mon entité au global. On a ensuite la criticité de l'évaluation en fonction de est-ce qu'ici on va évaluer l'entité entière ou est-ce qu'on va évaluer la criticité croisée des solutions. Puis on a tous les autres champs qui ne sont pas obligatoires à remplir dans un premier temps, pour pouvoir, voilà, démarrer tranquillement, le questionnaire dans un premier temps et y revenir plus tard, pour, continuer à remplir les autres champs. Donc ici, vous allez avoir une vue à l'intérieur de l'évaluation des entités, vraiment résumée avec toutes les questions. Vous allez visualiser ici et savoir est-ce qu'une réponse a été apportée, est-ce qu'une observation a été apportée, est-ce que des preuves ont été associées. Donc ici, évidemment, puisque je n'ai pas commencé, rien n'a été, rien n'a été rempli et si je vais à l'intérieur de l'audit, on va voir à l'intérieur que je vais pouvoir accéder aux différentes questions et en fonction de mes réponses à ces questions, de l'autre côté, l'évaluation des entités va automatiquement se mettre à jour. Donc ici, au niveau de mon audit, je vais répondre à quelques-unes des questions. Je vais répondre à la première, à la deuxième. Je vais sauvegarder avant, ce serait préférable. Et à la deuxième, j'ai mis des petites réponses un petit peu au hasard, hein, pour l'instant. On n'est pas encore sur du cas concret. Donc, si je reviens sur l'évaluation des entités, je vais pouvoir visualiser ici mon questionnaire qui aura avancé. Alors évidemment, vous, si vous le faites remplir par quelqu'un d'externe, vous n'aurez pas besoin de passer par la page audit pour visualiser ces réponses. Ici, il vous suffira juste d'actualiser la page pour que le questionnaire s'actualise. Donc ça vous permet rapidement de savoir quelles questions ont été répondues, et où est-ce que j'en suis au niveau du questionnaire. On a aussi une vue qui est assez intéressante, on y reviendra un petit peu après quand on aura plusieurs questionnaires. La vue d'ensemble, au niveau de la gestion des tiers, qui permet de voir donc tous les questionnaires qu'on a pu envoyer selon nos différentes entités et de voir
quel est l'état de complétion de mes différents questionnaires. Donc ici, au niveau de l'état de complétion de mes différents questionnaires, on voit que pour le seul que j'ai, le questionnaire a été complété à 9. Donc ici, si je dis pas de bêtises, sur la DGA, ça fait 2 questions répondues sur 21. Et derrière, au niveau de la progression de conformité, on est à 0. Alors, cette petite page va me permettre de, du coup, expliquer la dualité dont je vous parlais au début entre audit et questionnaire. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de passer par les audits pour les questionnaires? En fait, ça nous permet de répondre à 2 cas d'usage, voire même 3 cas d'usage. Hem, Déjà, premièrement, dans un audit, avant, quand on s'est posé la question de comment préciser, comment entrer les questions sur ces assistants, on s'est dit qu'en fait, il y a déjà des audits, parfois, qui contiennent déjà des questions. Les référentiels des standards classiques qui ne sont pas nécessairement qui ne sont pas, vraiment des questionnaires, mais qui contiennent des questions. Par exemple, si vous connaissez le standard, CMMC, un standard américain, qui, contient des questions pour aider à répondre à la partie conformité. Donc on s'est dit qu'en fait, les questionnaires, ça pouvait nous permettre de répondre à ces 3 cas. Donc à la fois le cas où je n'ai que des questions, dans mon audit, donc des questions que je vais représenter dans mes exigences à l'intérieur de mon audit. Le cas où je vais envoyer un audit avec des questions à l'intérieur, donc c'est-à-dire que je vais par exemple envoyer mon ISO 27001 à une entité externe, puisque toutes mes questions sont basées sur l'ISO 27001, avec mes questions à l'intérieur de chacune des exigences. Et ça va me permettre pour chacune des questions de venir marquer par rapport aux réponses qu'a apporté la partie prenante, l'utilisateur tiers, sur le questionnaire que j'ai envoyé sur mon audit ISO 27001, je vais pouvoir venir y attacher des résultats. OK? Donc si on revient sur la partie entité, si je repars sur mon questionnaire, ici, à l'intérieur de mon évaluation initiale d'une ESL, ici, ça me permet donc de représenter les questionnaires à l'intérieur d'un audit, de venir pour chaque question et de dire: «OK, est-ce que cette question, le rend conforme ou pas par rapport à l'exigence?» Donc par exemple ici, on va pouvoir dire que oui. Ici, on va rester à conforme et ça va me permettre en fait, vous voyez, de jongler entre les 2 parties, la partie conformité et la partie question à l'intérieur d'une évaluation des entités. Et si on repart à la vue d'ensemble, on va voir que de ce côté-là, on a la revue de compliance qui va augmenter ici qu'à 4 puisque je suis conforme à une question, sur je me souviens plus exactement, mais sur une vingtaine de questions pour le questionnaire de la DGA. OK? Donc cette dualité permet vraiment de répondre à tous les cas. Donc je résume les 3 cas dont je parlais. On a l'audit classique. Si jamais vous avez ce cas, alors c'est très rare, j'en ai jamais entendu parler encore, mais le cas, je pense que ça doit exister, le cas où vous envoyez tout simplement un audit à réaliser à une entité. Par exemple, une entité qui doit réaliser un audit sur un 27001 pour vous. Vous lui envoyez cette partie-là, et l'entité va répondre à l'audit directement via l'outil sur l'évaluation des entités. On a le cas où on a envie d'avoir superposé la partie audit et la partie questionnaire, donc la partie conformité plutôt et la partie questionnaire, où pour chaque question, on va venir dire est-ce que la personne est conforme, partiellement conforme, non conforme, et pouvoir du coup lui ajouter des observations, et l'aider à remplir son questionnaire. Et on a la partie pure questionnaire, on va avoir simplement une question par exigence et on va simplement, s'intéresser aux réponses des exigences et ensuite faire notre audit de notre côté à part, par rapport aux questions, qui ont été répondues par, la partie prenante. Alors, question de Moussa, qui indique donc la criticité, est-ce que c'est un besoin d'unicité du client ou est-ce une criticité en fonction de la solution? Ça dépend, c'est un champ assez libre. Ici, en fait, vous avez déjà un champ dans les solutions, de criticité, donc ça va être plutôt DICT. Ça va être plutôt DICT, mais ça dépend, en fait, si vous avez le champ solution, comme je disais, qui est rempli. Si on n'a pas le champ solution qui est rempli, ça va être plutôt DICT. Si on a le champ solution qui est rempli, on va plutôt croiser la criticité des différentes solutions. Si ça répond pas entièrement à votre question, Moussa, n'hésitez pas à la reposer, en la précisant en fonction de ce que je viens de dire. Donc, une fois qu'on a vu tout ça, comment est-ce qu'on crée une évaluation des entités sur CISO Assistant? Qu'est-ce qu'est une entité? Qu'est-ce qu'une évaluation des entités? Qu'est-ce qu'un représentant et qu'est-ce qu'une solution? On va pouvoir s'intéresser à la partie qui va sûrement le plus vous intéresser. Comment entrer votre questionnaire custom sur CISO Assistant? Alors,
Au niveau de la customisation des questionnaires, en fait, c'est très proche de la customisation des frameworks, pour ceux qui utilisent déjà Studio Assistant et qui sont peut-être déjà à l'aise avec cette partie, puisqu'en fait, comme je vous le disais, on s'est calqué sur la partie audit pour ajouter des questions sur l'outil. Donc en fait, c'est tout simplement l'ajout de quelques colonnes dans un framework qui nous permet de construire un questionnaire. Donc si je reprends ici un Excel que je vais vous partager tout de suite pour que vous puissiez voir à quoi ressemble un Excel, le format d'un Excel sur Studio Assistant, le voici. Donc au niveau de cet Excel, on va retrouver donc différentes pages. Donc vous voyez en fait ce sont les mêmes pages pour ceux qui connaissent déjà, les mêmes pages qu'un framework. Donc avec la page library content qui va contenir les métadonnées de la librairie. La partie que j'ai appelée question, mais qu'on va pouvoir retrouver aussi sous le nom exigence pour un framework classique. Et la partie answers, donc la partie des réponses avec les réponses types que vous pouvez avoir dans votre questionnaire. Donc, au niveau de la page library content, il n'y a pas de détails particuliers, hein. Ici, il y a juste à suivre les templates qu'on a déjà et à remplir la colonne B en fonction de nos différentes spécifications. On a ensuite intérêt à bien préciser les deux pages du coup des requirements, des exigences et des réponses possibles. Donc ça, pareil, vous allez les retrouver au niveau des templates de nos questionnaires. Je pourrais vous les envoyer, mais vous allez typiquement les retrouver sur notre répertoire GitHub open source CISO Assistant Community. Donc dans la boîte à outils, dans le répertoire Tools, vous allez pouvoir retrouver différents questionnaires. Donc on a la DGA et celui du CISA, où vous allez tout simplement à copier-coller l'Excel comme template et à juste récupérer les pages et ensuite après à adapter et puis vos réponses en fonction de vos besoins. Donc au niveau des colonnes importantes à connaître, on a les colonnes classiques du framework, donc accessible, depth pour la profondeur, donc quand on va construire l'arbre du framework, RefID pour l'ID de votre exigence, le nom et la description de l'exigence, puis les questions et les types de réponses possibles. Accessible, c'est une colonne assez importante puisque c'est une colonne qui va vous permettre de dire est-ce que c'est évaluable. Donc c'est très important de les cocher lorsqu'on a une réponse à répondre. Une question plutôt à la puisque si ce n'est pas coché, on verra apparaître la catégorie dans l'audit, mais on n'aura pas la possibilité de cliquer dessus, d'entrer dedans pour répondre à une question. Et donc, pour la partie questionnaire qui nous intéresse le plus, ça va être vraiment ces deux colonnes-là et la page Answers qui va nous intéresser. Donc ici, au niveau de la colonne Questions, on va pouvoir entrer là où les questions qu'on va vouloir poser par exigence, donc par colonne, par ligne, pardon, au niveau de l'Excel. Donc comme vous le voyez ici, on a deux cas possibles. On a le cas où on a une question par exigence et le cas où on va avoir deux ou plusieurs questions par exigence. Donc, au niveau de l'Excel, pour représenter ce cas-là, c'est très très simple. On a juste à ajouter un retour chariot à partir du moment où on a besoin d'ajouter une nouvelle question. Ok. Donc, je prends mon exemple ici sur la première ligne. Si j'avais besoin d'ajouter une deuxième question à cette exigence, ok, je pourrais par exemple juste ajouter un retour chariot, donc qui se fait avec contrôle entrée sur Excel, et ici ajouter une nouvelle question. Je vais une nouvelle question. Et lorsque vous allez convertir cet Excel en YAML à l'aide du script Python également disponible dans la toolbox de notre répertoire GitHub, ça va ajouter une entrée au niveau des questions de cette exigence et ça va ajouter du coup une deuxième question au niveau de l'exigence. Okay, on verra après comment ça se représente sur CISO Assistant, mais c'est assez simple, hein. Vous avez deux cas de représentation, soit une question par exigence, soit une exigence qui contient plusieurs questions. Okay, on illustrera ça juste après avec ce questionnaire custom. Et ensuite, dans la colonne Answer, on va venir représenter les identifiants des types de réponses qu'on a ajoutées pour chacune des questions que vous avez ajoutées. Ok. Donc, vous avez ici trois, on va dire, les deux façons de faire, mais qui vont représenter trois choix possibles. Si jamais vous avez qu'une seule question, évidemment, ici, il n'y a qu'un seul ID à entrer dans la colonne Answer pour savoir quel type de choix on va avoir au niveau de cette question. Ensuite, on a le cas où on a un choix différent pour chacune des questions. Par exemple, ici, on voit que pour mes deux questions, ma question bleue et ma question marron, j'ai un type de réponse pour ma question bleue et un type de question pour ma réponse marron. Et on va avoir le cas où on va avoir plusieurs questions, mais qui vont avoir le même type de réponse. Donc à ce moment-là, on va mettre toutes nos questions alignées ici. Par exemple, ici, je vais mettre troisième question. Et on va pouvoir
plutôt que de mettre 3 fois l'ID de la même, le même choix possible pour chacune de mes questions, on va juste simplement spécifier l'ID global de toutes mes questions, de type de réponse voulue et ici toutes ces questions vont hériter du type de réponse possible. OK. Et pour la partie answer, donc pour la table, des réponses possibles, on a 3 colonnes. Donc la colonne de l'ID qui va vous permettre de renseigner plus facilement ici les types de réponses que vous souhaitez pour vos questions. La colonne question type qui va vous permettre de spécifier le type de question que vous souhaitez, le type de réponse plutôt que vous souhaitez. Est-ce que c'est une date, un texte, un choix unique ou un choix multiple? Donc on a ces 4 choix-là. Dans la version actuelle de Ciso Assistant, on n'a pas encore le choix multiple. Là, je suis en train de vous présenter, la version de Ciso Assistant qui va prochainement arriver, qui va débloquer donc au niveau des questions, plusieurs features, notamment la possibilité d'avoir le choix multiple et d'avoir différents types de réponses dans une même exigence. C'est quelque chose qui nous avait été demandé et plus tard, on va aussi revenir avec différentes améliorations sur les questionnaires, notamment la possibilité d'ajouter des réponses, attendues. Donc, par exemple, dans un audit, si jamais vous savez déjà, en fait, vous avez des réponses à choix unique ou à choix multiple et vous savez déjà les réponses que vous souhaitez avoir, pour votre questionnaire, ça va vous permettre d'ajouter les réponses que vous souhaitez ici, par exemple, dans une autre colonne, expected answers et le fait d'obtenir ces réponses, ça va permettre au niveau du questionnaire de automatiquement, toggle automatiquement, mettre le résultat à conforme si jamais les réponses attendues sont sélectionnées. On aura aussi la possibilité de cacher, dans le table mode, donc je vais vous illustrer le table mode juste ici, on va revenir dessus. Hop, ça va vous permettre au niveau du table mode, si on revient dans les audits et au niveau de notre questionnaire, c'est aussi quelque chose qui nous avait été demandé. Quand on est en mode questionnaire, de cacher, les exigences qui n'ont pas de questions. Donc là, c'est pas le cas pour la DGA, mais si par exemple on vient sur un questionnaire qui a des exigences qui n'ont pas de questions particulières, on va quand même voir ces exigences ici, à titre informatif. Avec le mode questionnaire, on va pouvoir les cacher et on va aussi avoir la possibilité de verrouiller les questionnaires grâce à la due date. Donc grâce à la de date d'échéance que vous allez entrer au niveau de l'évaluation des entités, on va avoir la possibilité de bloquer le questionnaire. Donc ça va permettre de le figer dans le temps, ici au niveau de la date d'échéance. Donc de figer le questionnaire pour qu'une fois que la personne y ait répondu, elle ne bouge plus, que le questionnaire ne bouge plus, et qu'on puisse y référer de manière interne, sans que la donnée ait bougé, entre temps. Donc voilà pour les petites améliorations qui vont arriver. On en a également d'autres en discussion et si jamais vous avez d'autres suggestions à faire sur la partie questionnaire, surtout n'hésitez pas à passer sur notre Discord, à faire une issue sur notre GitHub. On a d'ailleurs une issue ouverte pour la partie questionnaire, heu et à tout simplement faire des suggestions. Sur cette partie, on est vraiment ouvert à toutes les idées que vous pourriez avoir et toutes les améliorations dont vous auriez besoin. Donc pour revenir à la partie de l'Excel, une fois que vous avez géré la partie, questions, answer et la page answers, derrière c'est vraiment classique, hein. Ça correspond à tout ce qu'on a déjà au niveau de la documentation sur la customisation d'un framework. Donc ensuite après on n'a plus qu'à le convertir en YAML et à l'importer sur la solution. Moi je l'ai déjà fait de mon côté, sur la solution au niveau des bibliothèques. Donc si je viens ici, on va voir que je vais avoir accès à mon questionnaire, d'exemple, juste ici. Donc à mes 4 questions. Donc ici, j'ai ajouté 4 questions simples comme vous l'avez vu précédemment sur l'Excel et je vais pouvoir démarrer une évaluation des entités avec. Je fais démarrer une évaluation d'entité. Hop, également, toujours sur mon ESN, ici ça va être évaluation, logicielle ESN. Donc ici, je vais ajouter mon entité, je vais créer un audit, où je vais sélectionner mon questionnaire d'exemple. Ici, je vais pas sélectionner de questions, de solutions particulières. Hop, je vais pas mettre de représentant encore et je vais enregistrer. Donc là, j'ai enregistré une deuxième évaluation des entités sur laquelle j'ai utilisé mon questionnaire customisé. On voit ici pour l'instant qu'il n'y a pas de réponse particulière et on va pouvoir venir y répondre. Sauf que je ne vais pas y répondre avec mon compte actuel administrateur, je vais venir y répondre avec un utilisateur tiers. Donc je vais pour ça ajouter un représentant à mon entité. Donc ici, je vais ajouter un représentant que je vais appeler, alors je vais l'appeler par exemple jundo@twitter.com. Je vais créer un utilisateur
tiers associé. Donc après, tout va se faire derrière sous le capot automatiquement. Je vais l'associer à mon ESN. Ensuite, je vais pouvoir ajouter toutes les informations nécessaires à mon utilisateur. Hop, te le mettre en majuscule. Je vais enregistrer et ici, on va voir, alors j'ai un petit, toggle orange, c'est normal parce que l'utilisateur a bien été créé, mais l'email n'a pas été envoyé. C'est normal, c'est parce qu'ici je suis, sur une version, locale de l'outil, donc j'ai pas configuré le mailer, parce qu'ici on n'aura pas besoin du mailer pour le faire. On va venir au niveau des utilisateurs et on va avoir l'utilisateur John Doe qui a été ajouté et on va voir ici le isThird-party qui va être coché, qui va nous indiquer que c'est un utilisateur tiers. Ici, je vais venir lui définir un mot de passe temporaire pour la démo, afin qu'on puisse se connecter avec pour vous voyez à quoi va ressembler la visibilité d'un utilisateur tiers sur l'outil. Donc ici, je vais vérifier que je l'ai bien associé, je pense que je ne l'ai pas fait encore, à mon évaluation logicielle. Non, je ne l'ai pas fait encore, donc je vais venir ici modifier mon évaluation, je vais venir ici associer mon représentant et je vais sauvegarder. Donc on va voir qu'en faisant ça, on a un bouton qui va se débloquer, envoyer le questionnaire, qui va nous permettre, si jamais le mailer est configuré, d'envoyer le questionnaire par mail à notre utilisateur tiers. Donc il va recevoir un mail typiquement disant voilà qu'il a été assigné sur Ciso Assistant, à ce questionnaire avec un lien sur lequel il va pouvoir cliquer qui va automatiquement le rediriger vers le questionnaire. Évidemment, préalablement, quand vous avez créé, c'est pour je le précise au cas où, quand vous comme j'ai eu le petit toast orange, en temps normal, il aura reçu au préalable un mail pour pouvoir, setup son mot de passe, sur son instance. Vous aurez pas la nécessité pour un administrateur de venir, mettre un mot de passe temporaire comme je l'ai fait. Il pourra le faire lui-même de son côté et pouvoir se connecter de manière totalement autonome. OK, je vais pouvoir me déconnecter et me reconnecter avec mon utilisateur. Hop, je vais pouvoir me connecter avec, hop, petit refresh de page sans le vouloir et voilà. Donc je vais pouvoir me connecter avec et on va voir qu'ici, il va avoir la capacité de visualiser seulement la partie TPRM, forcément, et évidemment au niveau des audits, il n'aura la possibilité de voir que l'audit auquel il a été assigné, que le questionnaire auquel il a été assigné. Ici, on voit bien que j'avais créé l'évaluation initiale de mon ESN plus haut, et comme je ne l'ai pas assigné à cette évaluation, malgré qu'il fasse partie de cette entité, de l'entité ESN, il n'a pas la visibilité sur ce questionnaire. Ça permet pour une même entité d'envoyer des questionnaires à différents utilisateurs tiers sans qu'il ait la visibilité, sur tous les questionnaires. Si jamais il y a des informations confidentielles, ça permet de les cacher et ça permet aussi d'éviter de polluer un peu leur liste, sachant que parfois, il va y avoir des questionnaires sur lesquels ils n'auront pas la permission de changer des choses. Est-ce qu'il est possible de demander des preuves, documents dans la brique fournisseur? Tout à fait, Laurent. Si on vient ici au niveau, du questionnaire et on voit ici qu'on a aussi la partie evidences. En fait, on a les preuves, de l'utilisateur tiers, les preuves que l'utilisateur tiers va ajouter. On va pouvoir venir à l'intérieur du questionnaire et répondre aux premières questions. Donc typiquement ici, pour la première question, on va plutôt se mettre en table mode, ce sera un petit peu plus agréable. Et d'ailleurs, dans le mail que l'utilisateur tiers va recevoir, il va recevoir ce lien-là, en fait, le lien vers le table mode en mode questionnaire. Donc il va arriver directement sur cette vue-là. Et donc même si c'est un utilisateur tiers qui n'a pas l'habitude d'utiliser Ciso Assistant, en arrivant ici, en fait, il va naturellement, savoir quoi faire, hein. Ici, il y a juste à dérouler la page et à répondre à toutes les questions et tout est dynamique. Donc à partir du moment, en fait, vous faites des quelques clics, les réponses sont automatiquement envoyées, au niveau de l'instance. Donc, par exemple, ici, si on vient sur la question 3 avec la politique des gestions d'accès. Donc disposez-vous d'une politique formelle de gestion des accès et des entités pour vos employés et sous-traitants. Choix unique. Pouvoir sélectionner un des choix possibles. Si, oui, mais nous ne faisons pas de revue régulière des accès, logiquement, je dois apporter une preuve, un document, je dois apporter ma politique, pour prouver que j'ai bien une politique, interne, malgré que je ne fasse pas de revue régulière. Donc ici, je vais pouvoir soit sélectionner une preuve parmi celles qui existent déjà ou parmi une preuve que j'ai déjà créée. Ici, j'en ai pas encore ajouté, donc je vais pouvoir ajouter une preuve juste ici. Donc ici, je vais ajouter ma politique de gestion des accès. Hop, je vais pouvoir attacher une pièce jointe. Donc ici, je vais pouvoir attacher, tout type de pièce jointe, une photo, un PDF, voilà.
un Excel, par exemple, je vais ajouter, mon questionnaire. Je vais ajouter le questionnaire Excel avec lequel, j'ai réalisé ce, heu, cet audit. Et ici, on va voir que du coup, la preuve a été ajoutée. Pour l'utilisateur tiers, bien sûr, on a la possibilité de la visualiser, de la télécharger, et on va pouvoir aussi venir dans la liste des evidence pour voir toutes les preuves qu'on a ajoutées avec les différents objets. Et donc là, bah, j'ai répondu avec mon compte utilisateur tiers à une question de, mon questionnaire. Je vais pouvoir revenir sur la partie, admin, donc hop, de l'autre côté avec mon compte administrateur, et je vais pouvoir voir, j'ai encore j'ai encore cliqué sur un mauvais bouton, excusez-moi, c'est tout. Je vais pouvoir revenir donc avec mon utilisateur principal, et hop, au niveau de l'évaluation des entités, je vais pouvoir aller visualiser le questionnaire qui s'est rempli, et je vais pouvoir aussi également, bah, accéder à la preuve. Je vais pouvoir accéder à la preuve. Alors, petit effet démo, veuillez m'en excuser, je vous repartage mon écran. J'ai le partage qui a crashé. Tac et tac. Voilà. Excusez-moi pour le petit contretemps. C'est tout. Donc, on va pouvoir revenir au niveau de l'évaluation des entités, et ici, au niveau de l'évaluation logicielle, on va pouvoir visualiser, hop, notre questionnaire avec la réponse numéro 3 qui a été répondue. On voit qu'une preuve a été associée, et je vais pouvoir venir ici directement y accéder. Voilà. Je vais pouvoir la télécharger, la visualiser, la gérer. Alors, question de Loïc: on peut ajouter, des liens sur un drive, par exemple? Tout à fait, Loïc. Si vous allez dans la partie, hop, evidence, vous avez totalement la possibilité d'ajouter un lien, ici, via le champ lien, au niveau de l'objet preuve. Donc vous n'êtes pas obligé d'ajouter une pièce jointe forcément, ça peut être un lien externe, qui va être ensuite accessible par le fournisseur, par, comment dire? L'entreprise elle-même, qui souhaite y accéder. On peut aussi ajouter nous-mêmes des preuves avec un lien, qui vont être accessibles pour nos parties prenantes, nos utilisateurs tiers. Question de Laurent: la demande de preuve peut être rendue obligatoire pour, le third party, pour certaines questions, qui n'appellent pas une réponse oui ou non, mais une preuve. Alors ça, c'est pas encore possible, mais ce sera justement possible par la suite. À côté des expected answers, on aura aussi la possibilité d'obliger à apporter une preuve, pour pouvoir, être notifié comme conforme, à la réponse. En fait, on aura un autre champ que expected answer. On aurait par exemple expected, evidence qui devrait être à vrai ou faux, et si expected evidence est à vrai, si jamais on n'a pas une preuve, on n'est pas conforme à l'exigence. Merci Laurent pour cette très bonne question, et n'hésitez pas aussi à reposer vos questions si jamais, ma réponse n'y répond pas entièrement. Et n'hésitez pas aussi à suggérer des choses ou à demander si des choses sont prévues sur la partie questionnaire, s'il y a des choses que vous souhaiteriez avoir et que je n'ai pas présentées. OK, donc là, on a vu vraiment toute la partie, questionnaire. Comment réaliser un questionnaire. Donc en fait, comment réaliser un questionnaire? Il suffit de réaliser un framework, ce sur quoi on a déjà pas mal de documentation, et si vous visitez notre Discord, en général, on aide pas mal, à ce niveau-là, si jamais vous avez des petits soucis lorsque vous essayez de générer votre YAML à partir de l'Excel. Donc typiquement, c'est simplement l'ajout, donc je vais revenir dessus rapidement, pour faire un petit résumé. Donc, c'est tout simplement l'ajout de quelques colonnes au niveau d'un framework. Je vous en prie, Laurent, avec plaisir. Donc, c'est tout simplement l'ajout de quelques colonnes dans la partie exigence de mon framework, donc la colonne question et answer, et l'ajout d'une page également answers qui va me permettre d'ajouter, bah, les réponses types que j'attends pour mon questionnaire. Et ensuite, on va pouvoir illustrer ce questionnaire sur, la partie évaluation des entités, dans la partie gestion des tiers. Où on va hop, pouvoir assigner un ou plusieurs représentants pour chacune de mes évaluations des entités. Ici, on peut voir qu'au niveau de l'évaluation des entités, on a bien un représentant au pluriel. Ici, on a bien la possibilité d'ajouter plusieurs représentants, et ces représentants vont chacun pouvoir venir se connecter sur l'instance et pouvoir y répondre.
Pour ce qui est de la réponse à des questionnaires sur des instances qui ne sont pas exposées sur internet. Donc, par exemple, si jamais vous avez l'instance on-prem, et qu'elle n'est pas exposée sur internet, vous ne souhaitez pas l'exposer sur internet, ce qui est tout à fait compréhensible, ce qui se fait aussi, tout à fait. On va avoir la possibilité plus tard d'exporter son questionnaire, qui va être pouvoir importer plus tard, à côté sur Ciso Assistant. Et en fait, donc l'utilisateur tiers va pouvoir importer le questionnaire de son côté, le remplir, le réexporter et ensuite vous allez pouvoir l'importer de votre côté pour remplir le questionnaire que vous aviez exporté, tout simplement. Donc en fait, ça se fera via de l'import-export, de manière totalement déconnectée. Et pour les personnes qui souhaitent entrer leur questionnaire, mais sans passer par la plateforme pour les remplir, qui souhaitent garder leur questionnaire classique. Si par exemple on vient sur la partie évaluation initiale ESN, par exemple ici, bah, au final, voilà, j'ai envie de créer une autre évaluation, je ne vais pas lier d'audit interne à Ciso, je vais lier un Excel que je vais envoyer de manière classique par mail à mon utilisateur tiers, auquel il va répondre et que moi je vais juste entrer sur Ciso Assistant à titre de suivi. Ça me permet de regrouper tous mes questionnaires à l'intérieur de l'outil et de les lier à mes entités et mes représentants manuellement. Je vais avoir aussi la possibilité de le faire via l'onglet, via le champ preuve, qui va me permettre de lier un questionnaire externe à mon évaluation des entités. Voilà. Donc on a aussi la possibilité de mener des questionnaires de manière classique, comme on peut le faire aujourd'hui avec Excel, sur Ciso Assistant également. Alors, deuxième question qui nous vient de YouTube. Est-ce que l'on peut faire une photo d'un questionnaire à l'instant T avant de l'évaluer et ensuite demander au fournisseur de le compléter tout en gardant cette photo? Tout à fait. En fait, vous avez la possibilité, alors il faut faire attention à ça parce que ça peut provoquer de la duplication de l'information, mais vous avez la possibilité de dupliquer les audits. Donc par exemple, pour répondre à votre question, ici j'ai mon questionnaire au niveau de mon évaluation logicielle ESN. Je vais venir au niveau de l'évaluation logicielle USN parce que ça arrive, par exemple, qu'on veuille faire un snapshot, une photo du questionnaire avant la due date. Je vous parlais de la feature qui va arriver, qui va bloquer le questionnaire au niveau de la due date. On a possiblement aussi l'envie de pouvoir faire une photo avant cette due date. Et donc, par exemple, je vais pouvoir ici à l'aide du bouton appliquer un mapping. Alors pareil, vous avez des questions sur ce qu'est un mapping et à quoi sert le bouton appliquer un mapping. Je vous conseille d'aller revoir, revisionner nos lives précédents, donc surtout celui d'il y a 2 semaines, qui est disponible sur YouTube, sur notre chaîne Intuitem, qui était d'ailleurs mené par moi-même, où on a fait une vue d'ensemble et j'ai expliqué ce qu'était un mapping et à quoi servait un mapping. Et cette feature de mapping, qui sert grosso modo de passer d'un framework à un autre, va ici nous permettre de dupliquer un audit. Donc ici, quand vous allez venir sur le questionnaire, donc sur l'audit que vous avez créé, en cliquant sur le bouton appliquer un mapping, vous allez pouvoir hop, nommer, par exemple ici, je vais marquer hop, photo de mon évaluation logicielle ESN. Hop, je vais pouvoir l'enregistrer. Et on va voir qu'au niveau de mes audits, je vais avoir ici mon questionnaire hop, qui va être dupliqué et voilà, auquel bah, moi, partie prenante, mon utilisateur tiers n'aura pas accès et qui restera figé, voilà, qui ne bougera pas, évidemment tant que moi je ne le modifie pas. Voilà. Mais on aura le questionnaire qui aura été figé avant qu'il aura contenu des réponses. Donc voilà pour la partie snapshot. Ensuite, question de Nicolas. Comment gérer le cas, par exemple, où le prestataire doit effectuer une action récurrente? Typiquement, notre entité fournit un laptop au prestataire, doit se connecter au moins une fois par mois au VPN pour installer l'image OS et laver. Alors, pareil, au niveau des récurrences, on a prévu aussi d'ajouter les récurrences au niveau des questionnaires. Si par exemple, on a un questionnaire auquel il faut répondre tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, on aura la possibilité d'ajouter une récurrence. Ce sera tout simplement un champ avec une timeline à entrer qui permettra en fait à ce questionnaire d'être renvoyé à chaque fois et qui nécessitera d'être répondu à chaque fois. En fait, le questionnaire va être nettoyé à chaque fois qu'on arrive à la date de récurrence et l'utilisateur tiers devra y répondre une nouvelle fois. Donc on a aussi, parmi les améliorations qui vont arriver, prévu d'ajouter les récurrences.
Ou est-ce que vous parliez peut-être, Nicolas, la possibilité d'avoir des récurrences au niveau du champ? Peut-être combien de fois on fait une mage, par mois au niveau du bench? J'ai peut-être mal compris la question de Nicolas. Je vais la relire une deuxième fois. Donc comment gérer le cas, par exemple, le prestataire d'effectuer une action récurrente? Fournir un laptop prestataire de se connecter au moins une fois par mois. Alors, je vais répondre aux 2 types de questions du coup, Nicolas. Si c'est la feature où un questionnaire a besoin d'être envoyé de manière récurrente, à un utilisateur tiers, c'est quelque chose qui va arriver aussi dans la prochaine vague d'amélioration des questionnaires. Et si c'est vraiment la question, récurrente, voilà, j'ai besoin de poser une question, il a besoin de me mettre une récurrence au niveau de la réponse. Aujourd'hui, c'est déjà faisable via le champ, textuel, via la question de type, textuel. Donc je réponds aux 2 questions, même si c'était peut-être pas la vôtre, Nicolas, la dernière, mais je la pose aussi. Pour ce qui est des récurrences, vous avez la possibilité via le champ textuel de préciser une occurrence textuellement. Alors, je vous en prie, Nicolas, avec plaisir. Ensuite, question de, Mohamed. Et si on reçoit plusieurs questionnaires clients à répondre, est-ce que la fonction mapping peut aider? Alors, bonne question. Si on reçoit plusieurs questionnaires clients à répondre, est-ce que la fonction mapping peut aider? Hem, Ça dépend. Alors, ça va dépendre de votre cas d'utilisation. J'ai pas forcément d'utilité en tête, mais si jamais pour vous c'est utile de pouvoir faire un snapshot de vos différents audits, tout à fait, tout à fait. Alors ça dépend si la question vous la posez Mohamed en tant que client, ou en tant que responsable, en tant que l'entreprise qui va envoyer le questionnaire. Ça dépend de quel sens vous posez la question. Alors, deuxième question qui nous vient de YouTube de CHC. Avec les récurrences, on conserve quand même un historique des réponses. Tout à fait. L'objectif, c'est pas que vous perdiez ce qui a déjà été répondu. C'est évidemment de retrouver à chaque fois une nouvelle réponse qui a été apportée et d'avoir une timeline qui se dessine où on va voir à telle date quel était l'état du questionnaire à chaque fois. Parce qu'évidemment, le but, c'est de garder un niveau de conformité acceptable du questionnaire. Tout à fait. Bonne remarque, CHC. Donc, au niveau de la présentation, vous avez bien fait d'ailleurs de poser vos questions et je pense que ça a bien fait d'être venu naturellement. Au niveau de la présentation des questionnaires, on a vraiment fait le tour. Là, on a vu comment créer un questionnaire, on a vu comment ensuite l'importer sur la solution. Donc pour l'importer, je le répète, ça fait aussi partie de notre documentation, mais on vient dans la partie bibliothèque. Tout en bas du magasin des bibliothèques, on n'a plus qu'à sélectionner le YAML qui a été généré à partir de notre Excel pour retrouver notre bibliothèque et ensuite à la charger. Donc on va le retrouver ici. Je vous en prie, sachez. Et au niveau de la gestion des tiers, donc je refais un petit récap. On a la vue d'ensemble qui nous permet donc de voir sur nos différents questionnaires. On voit qu'ici on a 2 questionnaires sur sur notre entité SSI, SSII ESN, la complétion, leur état de complétion. Donc on voit ici, j'ai 2 questionnaires qui ont été complétés à 9 et 20 qui restent à compléter. Au niveau de la progression de conformité, ici, au niveau du premier, je suis à 4 donc je suis conforme pour l'instant à 4 sur mon premier questionnaire et sur mon second, pour l'instant, ça n'a pas commencé, ça n'a pas démarré. Donc tout ça, c'est la partie vue d'ensemble et qui va gagner en valeur, au fur et à mesure que vous ajoutez des questionnaires sur la solution. Sur la partie entité, on va avoir donc les différentes entités, donc que ce soit des fournisseurs, des, parties prenantes, que ce soit des, clients, des partenaires, qui vont être renseignés ici. Et à l'intérieur de nos entités, on va retrouver 3 objets: les solutions de nos entités ou services, les représentants, donc les personnes, les points de contact, soit externes qui n'ont aucun lien avec nous, mais qui servent juste d'annuaire. Ici, la liste des représentants peut servir d'annuaire pour contacter les points de contact ou les représentants, ou les utilisateurs tiers, et les évaluations des entités, qui ne sont d'autres que les questionnaires sous forme d'audit. Voilà. Donc il faut quand même dissocier l'objet évaluation initiale, évaluation d'entité pardon, et audit. L'évaluation d'entité contient un audit et l'audit, lui, permet de représenter un questionnaire, permet de représenter comme un template en fait, le questionnaire. Voilà. Et pour les questions de responsabilité, parce que parfois on les a, évidemment le questionnaire appartient, à l'utilisateur tiers. En termes de responsabilité. OK? Donc l'évaluation initiale reste du côté entreprise, reste de mon côté. Je suis l'auteur, je suis le responsable de l'évaluation d'entité. Par contre, l'audit en lui-même, ici l'audit évaluation initiale,
appartient, entre guillemets, à mon utilisateur tiers. OK, donc ici, il appartient à mon utilisateur tiers, John Doe et à son entité. Alors, quelques questions qui nous viennent de YouTube, encore une fois. Pas de souci, sachez allez-y, il nous reste quelques minutes, on peut aller jusqu'à 50. Puis sinon, bah, vous pouvez les poser, par la suite sur Discord avec plaisir. Donc, possibilité d'envoyer un message au, répondant pour lui demander de compléter les éléments manquants. Alors ça, c'est une bonne suggestion, c'est quelque chose actuellement qui n'est pas possible, mais c'est quelque chose qu'on peut aussi ajouter au ce niveau-là. C'est une bonne suggestion que je vais noter, que j'avais pas en tête personnellement. Elle fait déjà peut-être partie de notre backlog, mais que je n'ai pas encore. Mais c'est vrai que la possibilité de pouvoir envoyer un message pour demander de compléter les éléments manquants, c'est une bonne idée. Donc ça, je vais le noter. Ensuite, on a donc pouvoir commenter, annoter les réponses sans communiquer la note. Oui, ajouter une note interne. Ça aussi, c'est prévu. Pouvoir ajouter des notes internes, au niveau des différentes exigences, des différentes questions. Et possibilité d'utiliser le mode compositeur pour comparer les réponses des fournisseurs. Ouais. Ça d'ailleurs, le mode compositeur, c'est quelque chose aussi qu'on a prévu il y a quelque temps, de pouvoir l'adapter à la partie audit, pour pouvoir faire notamment des deltas entre les audits, comme on fait déjà sur la partie analyse de risque. Donc ça aussi, c'est une très bonne suggestion. Également, 5e question, comprendre le fonctionnement et ce à quoi correspondent les 3 roues: maturité, progression, révision. OK. Alors, ça, c'est aussi une bonne question. C'est une question que je vous invite peut-être à poser sur Discord pour qu'on puisse y répondre plus en détail. Mais ici, si on revient au niveau de l'audit rapidement, je vais quand même l'expliquer, pour le live. Hop. Alors, au niveau de la partie maturité, alors c'est un onglet que vous allez voir apparaître si vous ajoutez un score, par exemple. C'est le score de maturité que vous avez sur une exigence. Donc ici, j'ajoute un score, par exemple. Donc ici, on voit qu'on a la maturité qui s'est affichée. Donc au niveau du score de maturité, c'est comment illustrer? C'est par exemple, je prends un cas concret, j'ai un contrôle, voilà, on va prendre un contrôle par exemple, j'ai un contrôle que je viens de mettre en place, donc je suis conforme, mais j'ai pas vraiment de maturité dessus. Donc c'est-à-dire que j'ai pas de visibilité sur le futur, j'ai pas, encore d'habitude sur comment le maintenir, j'ai pas d'habitude sur l'hygiène concernant ce contrôle. On va avoir une maturité plus basse que si c'est un contrôle par exemple qu'on connaît très bien, et qu'on va pouvoir ensuite gérer, de manière, assez efficace dans le temps. Ça peut être un exemple sur à quoi sert le score de maturité sur une exigence, sur un contrôle. Donc ensuite, on a la partie progression. Donc ça, la partie progression, ça correspond, à l'agrégation des statuts de vos différentes exigences. Donc on voit par exemple ici, si je mets terminé, on va voir la progression qui va avancer. Donc ici, on voit que le donuts, on a un petit peu avancé. On a 4,8 terminé, sur les 100. Il nous reste 20 questions auxquelles on doit répondre. Et la partie révision, hop, alors ça doit faire partie ici, de la partie des tiers. Mais la partie révision, c'est ce qui nous reste à compléter pour être conforme à 100. Ça, c'est la partie révision. C'est la partie ici review. Donc c'est vraiment la partie résultat, c'est-à-dire qu'ici, pour avoir la révision à 100, il faut avoir le résultat de toutes les exigences à conforme. Pour la complétion, il faut que toutes les questions aient au moins une réponse, pour les questions à choix multiples. Et pour la maturité, bah, ça va dépendre du score de maturité qu'on a renseigné sur les différentes exigences. Et enfin, pour finir, donc avant de clôturer ce live, question de Mohamed. Donc dans la présentation actuelle, je suis client et j'envoie les questionnaires aux fournisseurs. Je fais allusion au cas inverse, je suis fournisseur et je reçois des questionnaires de la part de mes clients. D'accord. Tout à fait. Alors, le problème, c'est que si vous recevez un questionnaire sur CISO Assistant, vous n'aurez pas la possibilité de faire un mapping. Donc, en fait, de votre côté, vous n'aurez pas la possibilité de faire une photo de votre questionnaire. OK? Mais en fait, ça va se faire automatiquement. Puisque avec la feature qu'on va ajouter, donc le fait de figer le questionnaire au niveau de la due date, une fois que, je vous en prie, sachez, une fois que vous aurez répondu aux questions et que la deadline sera atteinte, en fait, votre questionnaire va devenir figé, Mohamed. Donc, en fait, vous aurez plus besoin de la fonction de mapping.
Puisqu'après, s'il y a besoin de répondre à un autre questionnaire, du coup, je remets votre question initiale. S'il y a besoin de répondre à un autre questionnaire de la part de votre client, vous allez, comment dire, il va vous renvoyer en fait un autre questionnaire. Donc vous n'aurez pas besoin de la fonction de mapping. La fonction de mapping, elle est vraiment utile quand on est côté envoyeur entre guillemets. Quand on est côté d'entreprise qui envoie le questionnaire, on a besoin de faire une photo, comme demandé CHC plus tôt. On a besoin de faire une photo du questionnaire préalablement pour l'avoir. Voilà. Et encore une fois, la photo va arriver dans peu de cas, à mon avis. La photo va arriver dans peu de cas. À mon avis, on va plutôt avoir le cas, on va prendre une photo du questionnaire une fois qu'il a été répondu dans la majorité des contextes. Donc, c'est tout pour aujourd'hui sur la partie questionnaire. Donc, j'espère que j'aurai été clair et que cette partie, ce live, vous aura permis de vous éclaircir un petit peu les idées au niveau des questionnaires. Si jamais tout ce que je vous ai présenté n'est pas encore disponible sur Cisco Assistant, c'est tout à fait normal. Ça n'a pas encore été poussé en production. Là, actuellement, on attend quelques derniers tests sur la partie surtout questionnaire pour pouvoir ajouter notamment le choix multiple et tout ce qui va aller avec. Donc ici, dans tout ce que je vous ai présenté, vous avez la possibilité, la capacité de tout faire, sauf les choix multiples qui va arriver vraiment d'ici la fin de semaine ou typiquement la semaine prochaine éventuellement, mais je dirais plutôt cette fin de semaine où vous aurez la possibilité du coup d'ajouter les choix multiples, ce qui n'est pas possible dans la version actuelle de Cisco Assistant, à vos questionnaires. Et toutes les améliorations dont je vous ai parlé, comme les expected answers, le fait de cacher les exigences sur le table mode, sur le mode questionnaire, le fait de verrouiller le questionnaire sur la due date et les autres suggestions qui ont été faites, ça va arriver sur une deuxième vague, une seconde vague, dans un second temps, au niveau des questionnaires. Et évidemment, n'hésitez pas à rester connecté sur notre LinkedIn, sur notre Discord et sur notre chaîne YouTube, puisque tous nos lives sont retranscrits sur la chaîne YouTube également, pour être au courant lorsqu'on va apporter ces améliorations au niveau des questionnaires. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Merci encore d'avoir débloqué du temps pour en apprendre un peu plus sur Cisco Assistant. Et je suis d'accord avec vous, CHC. Je pense que Cisco Assistant va vraiment devenir incontournable, surtout grâce à toutes les suggestions qui sont faites par notre communauté, que ce soit notre communauté open source ou notre communauté pro. On est vraiment heureux d'avoir une communauté aussi engagée aujourd'hui. Et on est ravis qu'aujourd'hui la solution vous plaise et qu'on avance tous ensemble dans le bon sens. Bonne fin de journée à vous, bonne semaine. Et pour ceux qui seront au FIC, je le glisse aussi à la fin du live, qui seront au FIC la semaine prochaine, on aura un stand au nom d'un tweetem. Donc ne cherchez pas au nom de Cisco Assistant, vous risquez de pas le trouver. Recherchez le stand au nom d'un tweetem. Et donc au plaisir de vous retrouver là-bas la semaine prochaine, le mardi, le mercredi ou le jeudi. Je vous en prie, William, avec plaisir. Bonne journée à tous et bonne fin de semaine. Au revoir.